Bobda, c'est la vie d'un homme qui aime la nuit, qui vit la nuit, qui reste dans l'obscurité. C'est un personnage sombre, qui a aussi un passé très sombre. Quand on essaie de regarder, justement, beaucoup de choses qui risquent de précipiter et qui ne vont pas jouer en la faveur d'Hervé Bobda, c'est d'abord ce qu'il a eu à faire autour des femmes. Hervé Bobda est parti d'Angleterre très très vite, à la façon d'un délinquant, parce qu'il a eu des difficultés judiciaires. Quand il est arrivé à Douala, il s'est marié. On s'est dit qu'il s'est stabilisé. La fille venait d'Angleterre. Mais ce mariage a tourné au vinaigre. La femme se plaignait des multiples harcèlements, de la violence et surtout de ce qu'on pouvait qualifier de traitements barbares, inhumains, où Hervé Bobda voulait la contraindre à faire certaines choses qu'elle trouvait pas du tout catholiques. Hervé Bobda, c'est cet homme qui ne veut pas être avec une femme. Il aime recruter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour organiser des partous. C'est son dada. Sa femme est partie. Sa femme s'est enfuie. Il a divorcé. Ou alors il a imposé à sa femme de partir. Suite à toutes ces violences. Hervé Bobda s'est remarié une deuxième fois. Et là encore, on croyait qu'il allait s'assagir, mais c'était un véritable calvaire pour cette femme qui, croyant qu'elle venait trouver un homme qui lui promettait célibataire et qui lui disait qu'il allait changer, malheureusement, était comme le serpent. Le proverbe africain disant, le serpent peut changer de peau, mais ne change pas de venin. Hervé Bobda n'avait donc pas changé de manière. Mais Hervé Bobda a préféré donc cette vie de célibataire, où il peut faire des conquêtes planétaires, où il peut jouer le milliardaire. Surtout que son père, lorsqu'il vivait, lui avait fait ouvrir une société de transit. L'argent pouvait donc couler à flot. Il pouvait donc aller dans des boîtes de nuit, faire tout ce qu'il veut. Et il y avait bien sûr des mafieux. Hervé Bobda est donc connu dans le monde de la nuit. Et surtout n'est pas connu comme un gentil devant les femmes, malgré le regard parfois doux comme le lion, comme le tigre, oh non, comme la panthère, mais prêt à bondir sur la proie. Et d'ailleurs, avant que ce malheur n'arrive, il était encore avec une de ses conquêtes. Et là, cette dernière, selon les dires d'Hervé Bobda, lui aurait raconté qu'elle allait à Kribi. Mais Hervé Bobda, marchant la nuit et connaissant tous les coins de Douala, a retrouvé cette dernière quelque part dans le monde de la nuit et particulièrement dans le restaurant. À sa manière, Hervé Bobda a sorti encore des muscles et son arme a tabassé correctement la femme familiale par rapport à l'héritage. Mais en réalité, au-delà de cet héritage, Hervé Bobda est un homme qui, faut-il le dire, n'est pas fréquentable,
Même si, parfois, on peut voir qu'il peut distribuer de l'argent, mais c'est pour satisfaire, bien évidemment, ses instincts libidineux et voire machiavéliques, où tout peut passer. Ce côté donc, Hervé Bobda, il faut déjà cerner ça. Et certainement, les enquêteurs vont y voir. Et il y a beaucoup de témoignages. Qu'on ne vous dise pas que c'est des témoignages fabriqués. Oui, certains sont faux. Oui, certains ne sont pas vrais. Mais ce que les gens sont en train de raconter, qu'il n'y a pas assez de témoignages, cela veut dire qu'ils ne connaissent pas le processus du Cameroun. Puisque justement, les gens comme Hervé Bobda ont des relations. Les gens comme Hervé Bobda ont des bras longs. Et certaines filles, certains garçons, certains hommes ont honte ou ont peur de pouvoir s'exposer. S'exposer dans la mesure où, en même temps, ils n'ont pas confiance en la justice camerounaise. Et pourquoi? Parce que le passé nous le prouve. À Douala, on a eu des crimes. On a eu des prédateurs. On a eu beaucoup de sortes de psychopathes. Mais qui parfois sont restés impunis et sont même encore venus narguer plein de gens. Maintenant, certaines choses risquent aussi de favoriser Hervé Bobda. Pourquoi? Parce que la procédure est mal faite. Je m'explique. Dans une procédure, vous avez pu constater que Hervé Bobda a été arrêté en pleine nuit à 1h40 du matin. Or, la loi au Cameroun dit qu'il faut arrêter à partir de 6h du matin. Vous avez pu constater d'ailleurs comment est-ce que ça s'est passé pour le cas à Mugubelinga. Or, avec Hervé Bobda, la police a eu à s'introduire dans l'auberge, alors qu'elle pouvait bien attendre le matin. Il n'y avait pas urgence. On l'avait déjà localisé. Et cette police est allée là-bas pour non seulement l'arrêter, mais l'humilier. On a filmé Hervé Bobda presque en petite culotte. Aucune arrestation des forces de sécurité ne se fait avec des caméras. L'ont-ils fait exprès? Je peux dire aussi oui. Parce qu'un policier ne peut pas aller filmer comme ça et mettre sur des réseaux sociaux. À l'instant là, il n'y avait que des policiers qui étaient là. C'est eux qui ont dormi dans des réseaux sociaux. Pour quel but? Un bon avocat va tout simplement dire il y a vice de forme. Premier couac. Deuxième couac de cette arrestation ou de ce dossier Bobda, où les gens font tout pour que l'enquête ou que plus tard il y ait un non-lieu. Eh bien, c'est quoi? Regardez la manipulation autour de ce qu'on peut appeler la perquisition. J'ai dit, il y a perquisition. Mais la perquisition, dans la maison ou dans l'appartement de Bobda, devrait se faire selon les règles de l'art. C'est-à-dire avec la présence du suspect. Or, selon mes informations, la perquisition a eu à se faire à son insu. Il n'était pas là. Donc, ce que vous allez saisir sans lui, lorsqu'il va arriver au tribunal, avec son avocat, ils vont tout nier. Ils peuvent dire que vous êtes venu placer ça comme ça, que c'est un piège, que c'est un complot. Pourquoi l'ont-ils fait? Le mandat d'amener a été signé par père
le DGSN, comme on vous dit. Mais ça a été signé par le lieutenant-colonel Nkoua. Le lieutenant-colonel Nkoua est la Djomba de Fobokam, qui est mort là, l'ancien du CED. Lui-même, c'était un ancien de parcours. Bokam, les femmes qui sont dans l'armée, Bokam les sautait, il sautait des hommes, il sautait des femmes. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, cette femme a un enfant de 14 ans avec Bokam qui, à l'époque, dirigeait le CED. C'est donc elle qui a fait le mandat d'Aménie. Je le dis parce que, en même temps, je vois et je connais comment les procès finissent toujours au Cameroun. Quand on veut te disculper, on commence sciemment à faire des erreurs. Des erreurs dans la procédure. Vous savez, la procédure est très importante. Très, très importante. Et autre chose, c'est le port d'armes. J'ai eu à entrer dans le dossier. Et je peux vous dire que l'arme de Bobda est ce qu'on appelle un pistolet à grenaille. Le pistolet à grenaille, dans la classification des armes, est de la 6e catégorie. Ce n'est pas une arme de guerre. On peut appeler ça pistolet à pression. Ça fait aussi le bruit comme toutes les armes. Pam, 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 pam. En fait, les hommes en tenue ou ceux qui connaissent vont vous dire que ça s'appelle les armes d'autodéfense. Les armes d'autodéfense. C'est-à-dire, on peut avoir cette arme sans autorisation. Voilà un autre couac. Il faudrait que les experts puissent déterminer que c'est peut-être un pistolet de 5e catégorie. Là encore, ça pourrait passer. Et Bobda, selon certaines indiscrétions, a déclaré qu'il avait une autorisation de port d'armes délivrée par un préfet de Badjoun, je crois. C'est ce qu'il a déclaré. Problème? Pourquoi lui a-t-il délivré cette autorisation de port d'armes? Je n'ai pas vu l'autorisation de port d'armes. Et c'est là où il y a aussi le danger. Le fait d'aller faire la perquisition en son insu, il peut trouver une faille. Il peut trouver une faille et dire peut-être que l'autorisation a été volée, a été détruite. Vous voyez donc que ces gens, quand ils voient une population fâchée, peuvent aussi utiliser l'arrestation de Bobda juste pour nous jeter la poudre aux yeux. Juste pour calmer la furie du peuple. Ils sont habitués à nous faire ça. Plusieurs procès ont souvent eu à tourner à la dérision au Cameroun. Et puis, beaucoup de gens disent, attendez, il n'y a pas assez de plaignantes, il n'y a pas assez de plaintes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je devrais dire que l'affaire Bobda s'inscrit dans une série d'affaires de mœurs, de crimes sexuels, où même les plaignantes n'ont jamais eu gain de cause. Même s'il y a mort, même s'il y a mort d'homme,
il n'y a pas gain de cause. Parce que c'est un véritable réseau. Vous connaissez à Douala, il y a eu l'affaire des enfants épargnants. 2 enfants, 2 bébés qui ont été retrouvés violés, assassinés dans la maison d'un certain Ngando. Il était directeur des affaires financières et de la trésorerie. Ou à la Bissette. Gardons pour moi. Lorsque l'affaire a éclaté, on a bien vu que les enfants avaient été sodomisés, que les enfants avaient été cruellement violés. Leur père était avocat. Une plainte a été bel et bien déposée. Où est allée cette affaire? Je dis bien que le père était avocat. Et il y avait les certificats médicaux. On a retrouvé des victimes. Vous savez là où se trouve Maître Epagna? Il a eu un AVC après. Il est comme un légume. Parce que il a vu la justice de son pays qui était incapable, ou bien parce que les gens donnent des ordres venant d'en haut pour que l'affaire soit bâclée. Il n'y a jamais eu de suite. Rappelez-vous de l'affaire Ngono Lucrèce. Une maman de 60 ans. Elle a été violée en plein commissariat de Mokolo. Capitale politique du Cameroun. Capitale politique. Violée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. L'enquête a été confiée à la police. Sous la supervision de la direction, c'est le délégué général à la Sûreté nationale qui disait, maintenant, nous sommes à la DPRJ, j'ai confié ceci, vous allez voir ce que vous allez voir. En plein commissariat, il n'y a pas eu d'issue. Cela montre donc que ces réseaux satanistes bénéficient des protections d'en haut, des personnalités qui utilisent des gens comme Hervé Bobda pour prendre, pour attirer ces filles comme des mouches et sont livrés. Hervé Bobda, ils vont donc tout faire pour essayer de trouver une fenêtre. Et plus tard, le libérer, tel que les procédures ont été enclenchées maladroitement. Les premiers actes qui ont été posés l'ont été de façon maladroite, mais de façon très expresse. La justice n'aura plus qu'à balayer ça. Et après, on va traiter même les plaignants de folles. On va les traiter de folles. On va traiter les garçons de fous. Pendant ce temps, on va chercher à corrompre les témoins afin qu'ils tournent de langue, qu'ils retirent les plaintes. Et comme ça, l'affaire meurt définitivement. Vous avez pu constater avec l'affaire Clément Pichoko. Le docteur Clément Pichoko, c'est quelqu'un que je connais bien.
C'est moi qui lui ai donné une tranche d'antenne. Parce que j'avais commencé par le voir quand, à l'époque, je partais faire des émissions dans Vous avez la parole, c'était à FM 94. Mais quand j'arrive en France, j'apprends une histoire incroyable qui était en train de chauffer au Cameroun. C'est-à-dire, une femme accusait, même pas une femme, ce sont ses propres enfants qui l'accusaient de viol. 3 de ses enfants. 2 ans, 8 ans et 9 ans. Sa femme s'était enfuie. Nous sommes en 2008. On l'arrête. Comme d'habitude, on l'amène dans une cellule de police. Je crois qu'il a passé 8 jours. Un des enfants s'appelait Merveille, l'autre Ariel, l'autre non. Bref, protégeons d'abord les enfants. Je ne donne pas tout. Ces enfants avaient été consultés à l'hôpital central de Yaoundé par un médecin agréé. À l'examen, les résultats étaient sortis que la partie anale et vulve avait été traumatisée. Bref, il y avait eu viol. Selon les résultats d'examen, et il y avait eu viol. On a demandé que l'affaire puisse aller en justice. Ça a tourné comme ceci, ça a tourné comme cela, ça a tourné comme ceci. On a plutôt commencé à aller demander où 5 ans après. Le 22 mars 2010, vous savez ce que le juge a fait? Il a pris le dossier, il a mis dans les tiroirs. Il a dit, non-lieu, non-lieu, non-lieu. Même le père de la femme avait changé la langue après, dès que la femme s'est enfuie. Parce que quand la femme a vu ça, elle a dit, hey! La femme avait eu à se confier à un confrère, un vaillant confrère de Canal 2 qui s'appelle Malik Djoumessi. Avant de partir, il avait d'ailleurs fait une émission à propos. Une grande émission qui regardait justement, qui concernait justement ces crimes et consorts. Je vais d'ailleurs y revenir. Cette dame a été contrainte de partir du pays parce qu'elle était déjà menacée. L'argent coulant. Et que le mec, en plus, lui, il était devenu à cette époque-là un grand animateur à Sud FM. Il avait une émission de santé. Il avait écrit un livre sur Ali Bongo dont il se félicitait être son ami. Et tout le monde connaît que les amis d'Ali Bongo, ce sont les partouzeurs. Tu ne peux pas être l'ami d'Ali Bongo. Non, non, non. Il a écrit un livre sur Ali Bongo. Ali Bongo. Que c'est un modèle pour l'Afrique. Le dossier avait donc été classé. Rien n'a eu par la suite à pouvoir consoler et la femme et les enfants. Puisque même la bonne, 5 ans après, alors qu'on lui avait demandé de témoigner, elle tremblait comme ça, elle tremblait, elle tremblait, elle tremblait, elle regardait son pote, elle tremblait, elle tremble. Puis tu vois, c'est un petit type comme ça, moi je le connais. C'est un gars qui était très gentil devant moi, ça, moi je ne peux pas
ce côté-là, ça, non, non, non. C'est quand, subitement, il faut déjà laver son image, comme on apprend. Wow! Et il y a eu, la bonne dit que la femme de Bichoko lui faisait le harcèlement d'aller témoigner contre le patron, lui donner 200 000, 300 000. Mais elle n'est jamais partie témoigner. Et qui avait plus d'argent? C'était quand même le docteur qui avait plus d'argent. Au Cameroun, c'est donc comme ça. Même le beau-père s'était retourné. Et c'est ce qui se passe dans des réseaux de pédophilie. Dans des réseaux, tous ces réseaux, c'est avec la complicité des parents. Parce que quand un parent est à la maison, comment vous voulez qu'une petite fille de 14 ans ramène à la maison des grands téléphones, qu'elle amène les sacs de riz, que c'est elle qui fasse le marché pour la semaine? Mais elle travaille où? Elle prend l'argent où? Chez qui? Donc le parent lui-même pousse la fille à aller vers les Hervé Bobda. Puisque quand Hervé Bobda est là, vous avez suivi notre témoignage. Une qui dit que même si lui fait comment, oh, moi je n'ai pas appris, donnez-moi seulement, il veut payer mon loyer. Elles veulent le loyer, elles veulent le grand téléphone, elles veulent les loups-boutins, elles veulent les mèches brésiliennes qui parlent jusqu'aux fesses et tout et tout. Le père ne demande rien. Et lorsque la fille se plaint, le même bandit, le même assassin revient fermer la gueule du père, de la mère, avec quelques billets verts. Alors qu'ils sont en train de prendre le mamba vert, parce que ce sont des vrais serpents vénéneux. Voilà ce qui fait le malheur de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le régime en place a mis un système de pauvreté qui fait de telle sorte que l'avenir n'est plus dans l'école. L'avenir n'est plus dans la compétence, la débrouillardise. L'avenir est dans la facilité d'aller dans des sectes, d'aller avec les bobs, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Et tout ça. Les salaires sont peu, les plus faibles. Et au-delà de ça, il n'y a pas d'emploi. Et au-delà de ça, on vous impose des dérives sectaires. Et voilà pourquoi les Bobda sont très forts et sont souvent protégés. Protégés de telle sorte d'ailleurs que certains ont eu à citer Joël Émile Bankui, qui est quand même un colonel, qui est le patron de la sémile. Et on le voit avec Hervé Bobda. Joël Émile Bankui, c'est sa photo qui est sortie. Mais combien de gens, combien de personnalités et combien d'officiers supérieurs sont avec Bobda? Combien de ministres attendent des livraisons de la chair fraîche de Bobda? Combien d'universitaires sont avec Bobda et sont surtout aussi en train de mendier parfois quelque chose? Et combien de personnes ont fait des partous avec Bobda? Si Bobda a déjà donc une autorisation de port d'armes, c'est juste parce qu'il bénéficie déjà de ce qu'on appelle des complicités haut placées. Et c'est ce qu'il faut regarder. Qui lui a donné l'autorisation de port d'armes? Il est personnalité de quoi? Il est en danger par rapport à quoi? Il a fait quoi? Il faut justifier. Pourquoi est-ce qu'on a une autorisation de port d'armes? Hervé Bobda, ce qui a beaucoup inquiété et qui a beaucoup effrayé les victimes, c'est justement
en regardant des vidéos où des hommes en tenue lui donnent le café chaud, où pratiquement les gradés se plient à lui. Et comme je l'ai dit, quand on voit le colonel Émile Bankouy, on peut être effrayé en se disant, ce n'est pas n'importe qui. Et que peut-être, derrière lui, il y a encore d'autres. Voilà pourquoi est-ce que Hervé Bobda, par le trafic d'influence, par ses relations, et surtout par l'arme qu'il détient, fait beaucoup plus peur. Le chez lui ressemble à la Césala, avec des chiens plus dangereux que les miens, qui sont là dehors. Il semble que ces chiens sont capables même de manger de la chair humaine. Il semble que ces chiens peuvent attaquer n'importe comment. Dès qu'il dit tout simplement que attaque. Et ils ont été dressés pour la guerre. Pour faire la guerre contre qui? Alors que dans son domicile, c'est là où il a fait de son lit un abattoir, de son salon, bien évidemment, ce que vous pouvez imaginer comme une pelouse de fornication, de clubs échangistes et aussi de transmission de toutes sortes d'énergies négatives.